Suivez votre magazine économique et scientifique sur la qualité et les innovations avec le prix Pierre Castel, en collaboration avec la RTB. Liés par un objectif commun, une politique de santé-sécurité au travail, dispositif de formation adapté aux besoins de nos métiers. Nous sommes engagés dans le processus de certification ISO 14001, produire des boissons de qualité, être intègre, partenaire d'événements rassembleurs, Brekina, engagé et responsable en faveur d'un développement durable au Burkina Faso. Brekina, fièrement burkinabé depuis 1960. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre magazine de référence sur la qualité et les innovations. La qualité se veut l'expression d'une volonté managériale symbolisée par l'amélioration continue des performances à travers une approche processus impliquant tous les acteurs de l'entreprise. Encore ravi de vous retrouver dans cette émission. Tout de suite, le sommaire. 6e édition du prix Pierre Castel, une compétition qui vise à soutenir les entrepreneurs dans les domaines de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Ce 30 mai 2023, les candidats du Burkina Faso ont fait face à un jury local pour présenter leurs projets. La culture qualité est essentielle pour améliorer la compétitivité et les prestations des entreprises. Pour en parler, nous recevons donc pour vous un expert, le docteur Arnaud Kaboré. Enfin, notre second invité dans ce numéro d'Africa Norm est le docteur Anisha Savadgo, avec qui nous aborderons les troubles musculo-squelettiques en milieu de travail. Organisé depuis 2018 par le Fonds Pierre Castel, le prix Pierre Castel en est cette année 2023 à sa 6e édition. Après une phase de présélection, 6 projets par pays ont été retenus. Ainsi, le 30 mai 2023, les candidats du Burkina Faso ont fait face à un jury local pour la présentation de leur projet. À l'issue de cette phase d'audition, 2 candidats ont été retenus pour les phases finales. Le résumé des phases d'audition du prix Pierre Castel dans ce reportage. Fidèle à son engagement de soutenir l'entrepreneuriat agricole africain, le prix Pierre Castel tient cette année 2023 sa 6e édition. Organisé dans 6 pays que sont l'Algérie, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, Madagascar et la République démocratique du Congo, 6 projets par pays ont été retenus pour leur pertinence. Ainsi, le 30 mai 2023, les candidats du Burkina Faso ont fait face à un jury local pour la phase d'audition. Ce passage représente beaucoup pour nous. Déjà, ça nous a permis de nous challenger parce que le jury est composé d'experts et ils ont soulevé des points qui sont vraiment très pertinents et qui me serviront à améliorer beaucoup d'aspects de mon projet. Pour moi, c'était vraiment une belle expérience pour moi. C'est vrai que j'ai participé à pas mal de concours, mais le cadre aussi, c'était différent. Donc, pour moi, c'est une très belle expérience. Il y a eu vraiment des critiques de la part des membres du jury là, qui vont me servir pour m'améliorer. À l'issue des auditions, 2 finalistes ont été retenus. Ce sont notamment Maryse Mireille Kini, promotrice de l'entreprise Burkina Candy, une confiserie qui produit des bonbons à base de fruits enrichis en fibres, et Sandrine Ghislaine Woba, promotrice de l'entreprise Dougou, qui produit des purées de fruits et légumes pour les enfants de 6 mois et plus. Pour les membres du jury, le caractère innovant des projets et la qualité des produits présentés étaient des critères essentiels pour poursuivre l'aventure. Pour ce qui concerne les critères, d'abord il fallait être une start-up, il fallait également avoir des idées qui sont innovantes et également il fallait aussi présenter des produits de qualité, entre autres critères qui ont été valorisés par le prix Pierre Castel. Et donc moi je suis là en tant que représentante
de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, qui est une structure d'appui au secteur privé. Et donc, nous avons participé avec les autres membres de la maison de l'entreprise, du centre de gestion agréé et également tous les autres membres du jury à pouvoir sélectionner d'abord les startups parce qu'au départ, il y avait plus de 156 candidats sur la plateforme. Il y a 30 qui étaient éligibles et au finish, il y a 6 qui ont été retenus et maintenant, il y a 2 qui sortent du lot et le 3e et 4e également pourront participer plus tard au concours de talent. Donc, c'est pour dire qu'il y a des opportunités pour les Burkinabés de pouvoir bénéficier de ce prix Pierre Castel et de mieux améliorer encore leur activité. Organisée depuis 2018 par le Fonds Pierre Castel, cette compétition vise à soutenir l'entrepreneuriat dans les domaines de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Le premier prix de la compétition s'élève à 15 000 € et le deuxième prix à 10 000 €. Des dotations qui devraient donc permettre de soutenir la croissance des entreprises lauréates. Le prix Pierre Castel consiste à promouvoir des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs burkinabés en ce qui concerne la partie Burkina Faso et de façon à leur permettre d'acquérir d'une part de la notoriété et d'autre part une aide financière qui va les aider à développer leur activité et l'objectif étant à terme qu'en développant cette activité, ils créent de la valeur et ils créent de la valeur au sein de leur communauté, là où ils opèrent au Burkina Faso. Face aux défis du développement des entreprises africaines dans les domaines de l'agriculture et de l'agroalimentaire, le prix Pierre Castel se veut avant tout une école pour les agripreneurs, mais surtout une aubaine pour propulser ces jeunes startups et les rendre plus performantes et compétitives. Mesdames et messieurs, place à présent au lexique de la qualité d'Africanorm. Dans ce numéro, le terme que nous définirons n'est autre que la norme anticorruption. Qu'est-ce que la norme anticorruption ISO 37001? ISO 37001 est la norme internationale qui permet aux organisations de tout type de prévenir, détecter et traiter les problèmes de corruption. Pour ce faire, elles ont recours à l'adoption d'une politique de lutte contre la corruption, à la désignation d'une personne chargée de superviser la conformité aux mesures anticorruption, au développement de la formation, à l'évaluation des risques et à l'exercice d'un devoir de vigilance quant aux projets et aux parties associées aux activités. Elle procède également à la mise en place de contrôles financiers et commerciaux et à l'instauration de procédures de signalement et d'enquête. La culture qualité est un élément essentiel de la compétitivité des entreprises. Elle permet d'intégrer des réflexes de performance auprès des travailleurs. Pour en parler, nous recevons donc pour vous le docteur Arnaud Kaboré, expert qualiticien. Le docteur Arnaud Kaboré est pharmacien industriel travaillant dans le domaine de la biotechnologie. Il est également titulaire d'un diplôme d'ingénieur qualité de l'ENSAM Paris Tech et de plusieurs certifications HEC, Harvard Business School Online et Johns Hopkins Engineering School. Il met ses compétences au service de la performance industrielle en Afrique. Qu'est-ce que la culture qualité ? Alors, je suis très content aujourd'hui de pouvoir aborder la notion de culture qualité avec vous. Alors, la culture qualité, c'est un pilier de toute démarche d'amélioration continue et c'est aussi un pilier important de toute approche de mise en place d'une démarche de management de la qualité. Finalement, c'est quoi la culture qualité? Alors, la culture, de façon simple, ça va être un ensemble de notions, un ensemble de concepts qui sont acquis et partagés dans un milieu. Donc, notamment, un aspect de la culture et peut-être dans une entreprise, simplement, ça peut être qu'on ne tolère pas les retards, ce qui peut ne pas être le cas dans une autre entreprise. Alors, une approche de la culture qualité, on entend souvent le terme « le client est roi ».
c'est aussi un élément de la culture qui veut dire que quand un client rentre dans un service, on essaie de l'écouter, de l'entendre et de satisfaire ses besoins. Donc la culture qualité, ça va être cet ensemble-là de notions, de valeurs, de concepts partagés dans le sens de pouvoir délivrer des services et des produits de qualité aux clients. Donc cette culture qualité-là est vraiment quelque chose d'assez important en fait dans toutes les entreprises. Et finalement, il n'y a pas de mauvaise culture qualité ni de bonne culture qualité. Il y a une culture qualité, il y a des concepts, des attitudes qu'on adapte au sein d'une entreprise, que ce soit publique ou privée, pour pouvoir répondre à un besoin qui est celui du client. Quelle place doit prendre la culture qualité dans une entreprise? La culture qualité doit prendre une place centrale et importante. La culture qualité, c'est un pilier de toute démarche d'amélioration continue. Une entreprise qui n'a pas développé une culture qualité, qui n'a pas su l'inculquer à ses employés, qui n'a pas su l'intégrer dans ses processus internes, c'est une entreprise qui va certainement délivrer des services et des produits qui vont être de qualité variable en fonction de l'opérateur ou de la personne au niveau de l'entreprise qui est en contact avec le client. Donc, notamment, et vous avez certainement eu ce type d'expérience-là où vous allez peut-être aller dans un service ou dans un restaurant et une personne va se plaindre en disant l'employé qui devait me recevoir est en retard ou j'ai été traité différemment, et une autre personne va dire moi j'ai finalement été bien traité. Tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas de culture qualité partagée au sein de l'entreprise. Sinon, normalement, on devrait délivrer de façon constante les produits ou les services de même qualité. Donc la culture qualité doit être une démarche et une approche qui doit avoir une place stratégique au sein des entreprises. Quelle stratégie adopter pour améliorer la culture qualité d'une entreprise? Je dirais, et pour ne pas parler d'amélioration, parce que comme je l'ai dit initialement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise culture qualité. Il y a une culture qualité qu'au niveau de la direction, on définit et qu'on intègre au sein de l'entreprise et qu'on diffuse. Il y a une approche à avoir, une approche méthodique et scientifique. Alors la première étape, c'est de faire un diagnostic. C'est-à-dire aujourd'hui, quel est l'état de la culture qualité au sein de mon entreprise en fait. C'est-à-dire quelles sont les notions et les concepts qui sont vraiment partagés au sein de l'entreprise. Certains employés vont peut-être trouver que ce n'est pas un problème de porter des équipements qu'on doit porter notamment pour travailler, que ce n'est pas un problème d'utiliser le matériel du service à des fins personnelles, que ce n'est pas un problème de faire attendre un client pendant 1 heure, et d'autres vont trouver que c'est un problème en fait. Donc il faut identifier l'état de la culture qualité de l'entreprise à l'instant T. Et pour cela, il y a des outils. Notamment, on fait des enquêtes avec des experts qui vont pouvoir décortiquer ces données-là pour donner une vision assez globale à la direction de l'état de la culture qualité. Une fois qu'on a la vision de la culture qualité au sein de son entreprise, la deuxième étape, c'est de pouvoir définir sa vision. Quelle est la vision que je veux avoir, que je veux qu'on ait, quelle est la culture que je veux instaurer au sein de mon entreprise. En des mots clairs, faciles à comprendre par tous les employés. Et une fois qu'on a défini cette vision-là, on va voir quel est l'écart entre la culture qualité aujourd'hui et la culture qualité qu'on veut atteindre. On va donc définir un plan d'action pour pouvoir bouger de la culture qualité d'aujourd'hui à celle qu'on veut atteindre. Donc le plan d'action va bien entendu être différent en fonction du gap entre ces deux éléments-là. Donc finalement, c'est cette démarche-là qui permet à une entreprise de pouvoir avoir en son sein une culture qualité adaptée à sa vision et qui permet de répondre aux besoins de ses clients. Comment peut-on mesurer la culture qualité d'une entreprise? Il faut la mesurer en interne, c'est-à-dire la perception que les employés à tous les niveaux hiérarchiques ont sur des éléments et qu'on définit en fonction du type d'entreprise. Il faut la mesurer aussi de façon externe, c'est-à-dire la perception que les utilisateurs, les clients des services et des produits ont. Donc on fait des enquêtes, on définit un questionnaire, on peut faire des interviews, on peut utiliser ces outils-là adaptés au contexte local. Donc des questions qu'on définit et bien entendu avec la direction. Et on administre ces questions-là aux employés de l'entreprise et aussi on fait une enquête vers l'extérieur. Donc on rassemble ces éléments-là qu'on décortique pour pouvoir apprécier la culture qualité au sein de l'entreprise en fait. Donc
et définir la culture qualité d'une entreprise, identifier, il faut être à l'écoute des employés et des clients. Par où doit commencer un dirigeant d'entreprise qui souhaite donner une place importante à sa culture qualité? Je dirais, tout dirigeant d'entreprise aujourd'hui, peu importe la taille de l'organisation, doit prendre conscience de l'importance de la culture au sein de l'entreprise et spécifiquement l'importance de la culture qualité. Il faut s'assurer que les employés, en fait, ont acquis et partagent un certain nombre de notions. Une fois que cette prise de conscience-là, elle est acquise et qu'elle est partagée au niveau du comité de direction, ce qui est important en termes de première étape, c'est de faire un diagnostic. Et ce diagnostic-là, comme je l'ai dit précédemment, c'est de pouvoir identifier quel est l'état aujourd'hui de la culture qualité au sein de mon entreprise. Et pour cela, il faut se faire accompagner par des experts, parce qu'il y a une méthode scientifique pour cela, pour pouvoir faire ce diagnostic-là finalement. Poursuivons cette émission avec le Flash Info d'Africa Norm, votre rubrique d'annonces et d'informations sur le monde des entreprises. La 5e rencontre nationale du cadre de concertation et d'orientation pour le dialogue État-secteur privé, placée sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, se tiendra les 3 et 4 juillet 2023 à la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso sous le thème « Le rôle du foncier dans la promotion de l'investissement productif au Burkina Faso ». La 2e édition du Salon de la Mangue, Sama 2023, placée sous le patronage du ministre du Développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises, se tiendra du 3 au 5 juillet 2023 à la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso sous le thème « Transformation durable de la mangue au Burkina Faso, défis et perspectives ». Au programme, panel sur les enjeux du développement de la filière mangue, exposition vente de produits et de services, distinction des meilleurs acteurs de la filière. La commission de la CEDEAO a organisé son atelier annuel de formation sur le renforcement des capacités en matière de passation de marché à Lagos au Nigeria du 15 au 17 juin 2023. La cérémonie d'ouverture a été marquée par la présence du professeur Nazifi Abdoulaye Darma, commissaire au service intérieur de la commission de la CEDEAO. Les objectifs de la formation ont été définis par le professeur Nazifi Abdoulaye Darma, qui a encouragé les participants à adopter et à adhérer aux meilleures pratiques en ce qui concerne la réglementation et les procédures du code et du manuel de passation des marchés de la CEDEAO. Les troubles musculo-squelettiques peuvent être liés à de mauvaises conditions de travail. Elles représentent un véritable handicap pour les travailleurs et influent sur leur rendement et par conséquent sur la performance des entreprises. Pour en parler, nous recevons donc pour vous notre spécialiste, le docteur Anisha Savadgo. Le docteur Anisha Savadgo est médecin spécialiste en santé au travail, spécialiste en contrôle médical de l'aptitude à la conduite, diplômé de médecine aérospatiale, membre de la Société burkinabé de médecine du travail, directrice du cabinet médical Prevent. Qu'est-ce qu'un trouble musculo-squelettique en milieu de travail? Un trouble musculo-squelettique, comme son nom l'indique, est un trouble, une maladie que l'homme va développer au niveau de ses muscles et de son squelette. Plus précisément, il s'agit de maladies que l'homme va développer au niveau du cou, des épaules, du dos, du coude et du poignet liées aux conditions de travail. Donc, l'Organisation mondiale de la santé définit le trouble musculo-squelettique comme un désordre que l'homme va développer au niveau des articulations, causé, aggravé par les conditions de travail. Quelles sont les causes de ces troubles musculo-squelettiques, notamment le mal de dos dans le milieu professionnel? Les causes
des troubles musculo-squelettiques sont de deux ordres. Premièrement, elles sont liées aux facteurs humains, c'est-à-dire à l'individu, au travailleur. Donc, il s'agit de tout ce qui est posture, tout ce qui est geste répétitif ou facteur lié à son physique qui peut causer les troubles musculo-squelettiques. Et en deuxième position, il s'agit des conditions de travail. Et quand on parle des conditions de travail, vous avez deux sous-facteurs. Le premier, il s'agit de l'organisation même du travail. Est-ce qu'il y a des pauses? Est-ce que le travail il est à cadence vraiment soutenue? Et deuxième facteur, il s'agit des outils que l'on va utiliser pour travailler. Donc, parlant d'outils, vous avez le siège déjà sur lequel il va s'asseoir pour effectuer son travail. Vous avez les outils qu'il va manipuler. Donc, vous avez des outils qui sont des outils vibrants qui vont émettre ce qu'on appelle des vibrations. Vous avez également les véhicules, tout ce qui est véhicule tout terrain, tout ce qui est engin et tout, que l'on va utiliser pour effectuer son travail. Donc, vous avez ainsi les causes de TMS. Y a-t-il des facteurs de risque conduisant aux troubles musculo-squelettiques dans le milieu professionnel? Dans le milieu professionnel, vous avez quatre facteurs essentiellement qui conduisent au développement des troubles musculo-squelettiques. Le premier facteur, il s'agit du facteur biomécanique. Qu'est-ce qu'on entend par facteur biomécanique? Il s'agit des postures que l'on va adopter pour effectuer son travail. Il y a également ce qu'on appelle les gestes répétitifs, c'est-à-dire que les mouvements que les articulations vont effectuer pour permettre à l'homme d'accomplir une tâche. Après ce facteur biomécanique, vous avez le facteur lié au stress. Donc, tout ce qui est facteurs psychosociaux liés au stress dans lequel l'homme va évoluer, c'est-à-dire l'environnement dans lequel il va évoluer pour effectuer son travail. Donc, cet environnement est un facteur de plus pour lui de développer des troubles musculo-squelettiques. Vous avez le troisième facteur qui est le facteur humain. Donc, comment lui-même, en tant que travailleur, en tant qu'être humain, comment il est constitué. Donc, vous avez ces facteurs qui peuvent jouer dans le développement des troubles musculo-squelettiques. Et vous avez enfin ce qu'on appelle le facteur organisationnel, c'est-à-dire comment l'ensemble des tâches sont organisées pour lui permettre d'atteindre ses objectifs. Comment prévient-on les troubles musculo-squelettiques, notamment le mal de dos, dans le milieu professionnel? Alors, il faut dire que le mal de dos en milieu professionnel est un motif de plainte fréquent en matière de consultation de médecine du travail. Pourquoi? Parce que il y a le premier facteur qui est l'ignorance liée aux postures et aux gestes qu'on doit adopter pour effectuer son travail de façon sécuritaire. Donc, premièrement, il s'agit de former et d'informer le travailleur sur les postures et les gestes qui respectent les courbures anatomiques de son corps afin qu'il puisse exercer ce travail de façon efficace et de façon sécuritaire pour lui. Et deuxièmement, il s'agit d'agir sur les conditions de travail, donc de pouvoir évaluer les conditions dans lesquelles l'ensemble des travailleurs évoluent au sein d'une entreprise, d'identifier les facteurs qui sont à l'origine du développement des troubles musculo-squelettiques et de proposer un plan de prévention de ces troubles musculo-squelettiques. Quelles sont les conséquences pour les employés souffrant de troubles musculo-squelettiques, mais aussi pour les entreprises? Les conséquences liées aux troubles musculo-squelettiques sont énormes. Donc, pour ce qui concerne l'employé, vous avez essentiellement la douleur physique qu'il va ressentir. Donc, ça va créer un mal-être. Et ce mal-être peut être à l'origine d'absence au niveau du travail. Il peut être à l'origine de consommation des soins de santé, c'est-à-dire ça va entraîner une demande plus fréquente en consultation, une demande en consommation de médicaments et également au niveau de l'entreprise,
C'est-à-dire que cette absence au niveau de l'entreprise va engendrer des pertes. Donc, une perte du temps de travail et cela va désorganiser un peu l'organisation de l'entreprise parce que lorsque un individu est absent, vous avez sa charge de travail qui se répartit sur le reste de l'équipe et cela va augmenter la charge de travail des autres et ainsi de suite. Vous avez un cercle vicieux qui va se créer et qui va occasionner des pertes parce que lorsque la demande en consommation de soins de santé augmente et que le travailleur est absent au sein de son poste de travail, vous avez des coûts directs qui peuvent être évalués, mais vous avez également des coûts indirects qui sont cachés, qui ne sont pas visibles à l'œil. Africanorm est un magazine de référence sur la qualité et la compétitivité des entreprises. Quel est votre mot de la fin? Nous remercions Africanorm pour cette initiative. Merci de nous avoir invités à parler des troubles musculo-squelettiques et du mal de dos qui constituent un véritable problème de santé publique pour les travailleurs et pour les entreprises et même pour les États. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme votre magazine de référence sur la qualité et les innovations Africanorm. Si vous souhaitez revoir cette émission, retrouvez-nous sur notre site internet www.africanorm.com ou sur notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. À très bientôt. Vous avez suivi votre magazine économique et scientifique sur la qualité et les innovations avec le prix Pierre Castel, en collaboration avec la RTB.